Nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Michel Marceau, mon beau-frère, une personne extraordinaire, vraiment hors de l'ordinaire. Vous allez pouvoir le constater. Une personne qui a accepté de venir nous partager son expérience. Elle, qui, comme les personnes que nous accompagnons, est en train de vivre son dernier bout de vie. Pour l'occasion, sa nièce, Marilyn Marceau, qui est journaliste à Radio-Canada, a accepté de venir bénévolement de Moncton pour soutenir Michel dans cet entretien. Il y a aussi François Marceau, un neveu de Michel, qui a aussi accepté de venir bénévolement assurer la captation vidéo de l'entretien et de faire les montages qui seront nécessaires pour que nous puissions l'utiliser aux fins de formation de nos accompagnateurs. À la fin de l'entretien, 15 minutes seront allouées aux questions que vous voudriez poser à Michel. Sur ce, je vous souhaite à tous, et à toi aussi, Michel, de passer un très bon moment. Merci beaucoup. Merci de me donner la chance d'être ici pour partager le témoignage de Michel. Et afin de pouvoir bien saisir ses réflexions, comprendre aussi d'où Michel vient et pourquoi il a ces réflexions-là, je te propose, Michel, de nous dire qui tu es, autant au niveau personnel que professionnel. OK. Alors, j'ai 66 ans. J'ai 2 enfants, plus une fille adoptée. Et j'ai 3 petits-enfants. Je viens d'une famille nombreuse qui se tient. Tu sais, la laine québécoise là, qui se tient serrée, tricotée serrée, là, c'est le milieu d'où je viens. Professionnellement parlant, j'ai une formation en psychologie. J'ai travaillé dans l'intervention sociale sous différents aspects, que ce soit du travail de rue, à aller à la coopération internationale, à faire de la consultation en relation d'aide. C'était ma base là, pour ma carrière comme intervenant social, comme psychologue. Maintenant, comment est-ce que le cancer s'est pointé, toi, dans ta vie? C'était quand et comment ça s'est passé? C'est bon. C'est... Depuis le 1er janvier 2014, j'étais censé être à la retraite. J'avais commencé à retirer mon régop, là. Alors, mais je continuais à travailler. Difficile de décrocher du travail. Quand tu aimes ton travail, que j'aimais mon milieu de travail, on était à Havre-Saint-Pierre, c'était un endroit paradisiaque où on vivait. Puis je m'enlignais pour peut-être, travailler encore quelques années, là, peut-être plus à temps partiel. Ma conjointe est péruvienne. On a des projets aussi quand j'ai travaillé avec le Pérou au niveau de la relation, de la coopération internationale. On a mis un projet sur pied et on continue à s'investir dans ce projet-là. Alors, je voulais comme... sauf que ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, à un moment donné... après de nombreuses investigations à Havre-Saint-Pierre sur qu'est-ce qui fait que tu n'as plus d'énergie, que tu maigris à vue d'œil, que tu as des sueurs comme un bon, puis tout ça. Mon médecin, lui, son diagnostic, c'est que j'avais une colonne vertébrale toute foquée, fait que ça pouvait bien me faire mal par en avant. Moi, je disais c'est par en avant. Puis finalement, quand on est venu à Québec pour faire voir qu'est-ce qu'il y avait de par en avant et non pas regarder par en arrière, ben ça a été assez vite là, identifié comme étant un cancer, qui est un cancer du pancréas et qui se dit incurable là, au moment où on le prend. On donnait 3 mois. Là, je vous parle de mois d'août, septembre l'année passée. 3 mois ou 6 mois avec chimiothérapie. Alors, ça s'est pointé comme ça. Chimiothérapie, ça ne me tentait rien, vraiment pas. Puis cancer, ben, c'est comme, ça a été un coup, quelque part, là, les bras m'ont tombé. Puis ça a été une surprise. En même temps, soulageante parce que ça faisait 2 mois que je me traînais la patte puis je savais pas ce qui se passait.
mais en même temps, c'est sûr que le mot cancer, tout de suite, c'est mort. Puis là, ben, c'est comme ça laissait pas grand place là, à Interprétation. Le pronostic était ça ne se guérit pas, il y a la fin de vie. Oui. Puis toi, comment tu as réagi à ce moment-là? Ça a été quoi ton premier réflexe après avoir reçu ce pronostic? Le premier réflexe, ça a été de regarder dans les yeux de ma blonde comment elle réagissait. Ma soeur qui était là aussi, comment est-ce qu'on réagissait. Et de dire, là, il faut que mes enfants soient là. Il faut que mes frères et sœurs soient là, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Il faut que, dans la famille, moi, c'est très important, les liens familiaux. Fait que ça a été comme un petit peu là, de dire, je veux pas vivre ça tout seul. Je veux pas me retrouver isolé dans ça. Je veux comme vivre ça comme beaucoup d'autres projets que dans ma vie. J'ai intégré ma famille, que ce soit en coopération où mes nièces viennent passer 1 mois, 2 mois pour travailler avec moi, ou plusieurs expériences comme ça, où la famille était impliquée dans ce que je vivais. Là, c'était comme, bon, première chose, ça a été tout de suite la famille. La famille, il faut que je vive ça avec... Il me fallait un filet de sécurité, d'une certaine façon, pour prendre la nouvelle, puis en même temps partager la nouvelle, puis en même temps dire, bon, regarde, on a une gang à relever les manches, puis à relever le défi. Fait que ça va bien aller, là, tu sais, c'est comme... c'est ce besoin-là de présence. Et de réorganiser aussi, j'imagine, un peu, parce la vie change. Alors, à quel point ça a été difficile ou un défi de réorganiser comment ta vie se passait? C'est sûr que ça a changé là, complètement l'allure qu'avait ma vie, où c'était, on y va à la planche, puis on travaille des 16 heures, puis pas de problème, des projets en menant, on va... Là, c'était comme, ouf, ça implique quoi, ça, là? Ça implique quoi, ça? Il faut, à la fois, si je suis en fin de vie, je veux vivre ma fin de vie. Je veux vivre, puis si je dois confronter la mort, ben il faut que j'apprenne aussi ou en tout cas, si je dois vivre avec le cancer, il faut que j'apprenne à composer avec cette partie-là de moi qui risque de m'amener à la mort. Fait que c'est un deal, là, je sentais déjà depuis quelques mois là, que ça venait prendre beaucoup d'énergie. Fait que c'était comme, bon, il va falloir apprendre à négocier là, avec cette nouvelle condition physique, ou en tout cas énergie, au niveau de l'énergie, de dire, bon, ben, je fais quoi avec ça, là, tu sais, là. Et Michel est une personne qui se questionne, qui questionne la vie, qui réfléchit. Alors, ce serait intéressant si tu voulais nous partager ta réflexion sur le cancer, ce que c'est pour toi, ce que ça représente et ce que la fin de vie aussi représente. C'est comme 2 choses très différentes pour moi. C'est accessoire, le cancer. Puis, tant qu'avoir choisi cet accessoire-là, je vous dirais que je suis bien content d'avoir mourir de cette façon-là, à l'aide de ce véhicule-là qui va m'amener à la mort, que de mourir d'Alzheimer ou que de mourir en pleine guerre, comme les gens, ou dans des situations de famine qu'on retrouve sur la planète, où là, les gens sont dans des conditions que je considère là, qui sont... La mort devient une souffrance permanente, là. Ici, le cancer, ben regarde, il y avait la chimio. Effectivement, la chimio a stoppé bien des choses. Ça a exigé beaucoup d'énergie là, pour apprendre à vivre avec la chimio, mais en même temps que ça leur redonné une certaine qualité de vie. Ça l'a étiré le temps, en tout cas. Puis donc, ça permet de pouvoir, je dirais, pas avoir des projets, mais avoir, dans la réorganisation de ma vie, dans la repriorisation des choses importantes pour moi, bien, ça me laissait du temps là, pour la question là, de
régler ne fût-ce que les papiers, là, de la succession, l'héritage, les frais funéraires, les affaires funéraires, mais surtout de pouvoir comme dire à chaque personne qui a fait partie de ma vie combien ma vie a été comblée de par leur présence et combien je remercie la vie et que je remercie chaque personne que oui, plus bas, plus bas, ok, comme ça, que je remercie parce que c'est ça, c'est comme j'ai l'impression que j'ai vécu à 120% à tout moment de ma vie, fait que je devance mon 85 ans que je visais pour mourir, là, à 65 ans, 66 ans, ben c'est peut-être parce que quelque part, là, j'ai consommé beaucoup de cette énergie-là, là, de vie-là, puis je peux dire que j'ai été très comblé dans ma vie. Toujours fait ce que je voulais à ma tête à part de ça, puis ça a toujours bien marché aussi. Ça a donné des résultats qui sont très satisfaisants. En tout cas, en bout de vie, là, je peux dire que je suis très content de ça, très satisfait de ça. Et on a la chance, entre guillemets, de pouvoir profiter de ton expérience personnelle, mais aussi professionnelle, pour nous aider à comprendre un peu mieux comment un accompagnateur peut être là pour une personne accompagnée. Alors, toi, comment est-ce que tu vois la relation d'aidant-aidé? C'est sûr que aidant-aidé, il y a différentes formes d'aide. Hein. Je suis allé chercher de l'aide auprès de l'oncologie, des oncologues, du réseau médical. Là. C'est une aide dont j'avais besoin pour essayer de colmater un petit peu ce trou-là, qu'est le cancer. Là. Besoin de la famille, comme je disais, là, de la présence des membres de ma famille. J'ai besoin de cette affection-là, besoin de ces liens-là, comme pour c'est ça, là, pouvoir le confirmer, là, que cette vie-là que j'ai eue, elle a été comblée. Elle a été comblée et je dirais quasiment que c'est autant comblé qu'il y a de personnes autour qui sont significatives pour moi. Fait que c'est comme ça, c'est une aide, une présence qui est nécessaire. Mais j'ai aussi comme l'aide de quelqu'un qui va être intéressé à savoir c'est quoi qui se passe dans ton cas, qui va être intéressé à dire parle-moi-en, dis-moi là, qu'est-ce que tu vis là, sans jugement, sans attente, sans aucun objectif là, de changer quoi que ce soit. Moi, je suis disponible à être présent à ce que tu vis de façon à ce que je puisse le clarifier. Parce que c'est un chemin que, comme je disais, c'est comme si les 20 ans que j'espérais encore avoir, ben, je vais devoir les vivre en 2 ans. Alors, tous ces changements-là, là, de très vivants, très plein de projets, tout ça, à arriver à te retrouver en cendres, ben, c'est en peu de temps là, que j'ai intégré ces changements-là. Et c'est une recherche, puis la fin de vie. Autant le cancer, c'est le véhicule dans lequel je vais être amené, autant la fin de vie, c'est le voyage comme tel. Et le voyage, je veux en profiter. Je veux en profiter dans le sens d'avoir une belle finale. Je veux dire, on est rendu au dessert, là, tant qu'à moi, dans ma vie. Là, là, je suis rendu à l'été indien, là, tant qu'à moi. Là. Fait que de pouvoir comme vivre cette étape-là de la vie, pour moi, c'est important. Puis de pouvoir dire que quelqu'un m'accompagne en disant « Qu'est-ce que tu veux dans ça? Qu'est-ce que tu vis dans ça? Qu'est-ce qui c'est quoi l'évolution, la transformation que tu vis dans ça? » Bien, c'est sûr, ça m'aide à me clarifier, moi. Puis,
être conscient de ce qu'on vit, pour moi, ça a toujours été très important. Je pense que quelque part, vivre, c'est d'être présent à ce qui se passe, puis d'être là. Fait que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un accompagnement, ou en tout cas est un... Et de savoir qu'il y a des gens comme vous autres qui se donnent comme mission de dire on va se réapproprier cette étape de la vie qui est la fin de vie. Et d'autant plus avec des personnes qui ont la chance de savoir que ils sont rendus à cette étape-là. Là. Fait qu'il faut qu'ils la vivent, là, qu'ils ne se fassent pas prendre là, les culottes baissées là, à un moment donné, puis c'est fini. Là. Non, regarde, il y a quelque chose sur apprendre à lâcher prise, apprendre à je dirais pas me détacher, mais oui, me détacher des peurs, des tristesses, que la mort peut comme faire en sorte que je suis envahi là, de ces peurs-là, de ces tristesses-là, tout ça, de pouvoir avoir le temps d'en parler puis de le partager, ça, c'est aidant, ça. Bien, j'aimerais peut-être te demander, face à ces périodes-là où justement il y a peut-être du désespoir, du découragement, de la tristesse, comment peut réagir un accompagnateur? Dépendant de la disponibilité de la personne, puis dépendant, c'est dans le savoir-être, là, tantôt, là, qu'on parlait du savoir-être, là, je pense qu'on retrouve ça, là. Dépendant de c'est quoi que moi, comme bénévole, accompagnateur, je viens chercher dans cette relation-là avec la personne que j'accompagne, c'est quoi mes limites, puis... dépendant de la personne, moi je dirais, si je veux vous confier que je suis triste, que je suis en désespoir, tout ça, la seule chose que je veux, c'est que vous écoutiez. L'écoute, là, puis pas chercher à rassurer, pas chercher à minimiser ou amener dans la négation de... Moi, quand j'entends dire, là, tu sais, que non, ça va bien aller, là. Non, regarde, ça va bien aller, là. Je sais que ça va bien aller parce que moi, je vais l'amener pour que ça aille bien. Mais ça va bien aller si tu penses que pour toi, tu mourras pas. Ben non, ça fait partie de la game. Moi, que le bout, là, il est là. Le pronostic, il est donné, puis je le sais, je le sens. Je l'ai en dedans de moi, fait que je ne cherchais pas à me l'enlever, là, à le nier ou quelque chose comme ça, d'être ouvert à ça, curieux à ça. Puis, c'est pas parce qu'à quelque part, il y a du désespoir et que je vis du désespoir qu'il n'y a pas à quelque part dans ce désespoir-là, désespoir que je peux retrouver. Tu sais, puis... de pouvoir partager ce désespoir-là va faire en sorte qu'effectivement, à un moment donné, celui-là, par exemple, je peux le récupérer, celui-là, je peux le reprendre. Puis c'est ça qui est la magie, tant qu'à moi, de l'écoute, de quelqu'un qui nous écoute, c'est qu'à un moment donné, ça nous permet d'aller suffisamment décortiquer une situation, ce désespoir-là, pour les retrouver individuellement, espoir par espoir, que je pensais avoir perdu, mais que peut-être je n'ai pas tant perdu que ça. Là. Il s'agit peut-être que je m'y raccroche, là, des choses comme ça. Là. Et selon toi, ce serait quoi une bonne façon pour un accompagnateur d'entrer en relation avec une personne qui est en fin de vie? Moi, j'ai travaillé comme psychologue pour sauver le monde. Le monde m'a sauvé avec ça. Je me suis sauvé avec cette possibilité de recevoir de la part du monde, justement, là, des confidences sur des situations de découragement où j'ai vu des gens retrouver du courage, ou de désespoir où j'ai vu des gens retrouver de l'espoir. Donc, le faire pour soi.
quand vous allez accompagner, quand vous allez, faites-le pour vous, pour pouvoir comme apprendre de « Ah, lui, il vit ça de même. Ah, lui, ça se passe comme ça dans son affaire. » Comme un genre de... C'est sa façon, puis il y a présentement 6 à 8 milliards de façons différentes d'assumer la vie et d'assurer éventuellement la fin de vie parce que tout le monde va y passer. Fait que c'est comme le fun de pouvoir comme faire un inventaire de c'est quoi là, les possibilités qu'il y a dans ça. C'était quoi la question? La meilleure façon d'entrer en relation avec une personne en fin de vie. Mais par rapport à ce que tu dis, parce qu'on a préparé cet entretien, puisque je pense que ce que tu disais, c'est bien de dire pourquoi on fait ça, de tout de suite étaler pourquoi on est ici en tant qu'accompagnateur. Oui. Soyez ouverts. Soyez ouverts à... ça peut être n'importe quoi, hein, parce que... embarqué dans la fin de vie, je découvre que je n'avais jamais pensé que ça pouvait être ça, apprendre à lâcher prise, reprioriser les choses. C'est comme c'est une marche dans un terrain qui est inconnu pour moi. Fait que j'imagine que pour vous autres aussi, c'est comme « Ah, lui, il vit ça de même. Ah. » Puis que ça peut prendre différentes formes, différentes allures. Puis ça peut changer d'une heure à l'autre à part de ça. T'sais, en plus, là, les humeurs, là, ça fait ça. Puis à un moment donné, c'est comme... tu as parlé de découragement, puis 2 minutes après, tu te retrouves avec... tu viens de remettre la main sur un courage que tu peux avoir. Tout ce bouleversement-là, c'est comme un monde à explorer, mais qui est comme difficile à pouvoir comme bien cataloguer là, qu'on est dans ça, là. Puis il ne faut pas essayer de le faire en tant qu'accompagnateur. Il faut laisser l'autre personne vivre ses émotions. Oui. Puis laisser l'autre personne dans sa recherche, là, tu sais, là. Vous n'avez pas, en tout cas, moi, je pense pas qu'il y ait personne qui va me montrer le chemin. Ça n'a jamais été de même dans ma vie. Fait que il n'y a pas personne qui va me dire comment mourir, là, tu sais, là. Puis, fait que si vous m'accompagnez, je suis bien d'accord que vous écoutiez comment est-ce que je le vis, mais dites-moi pas comment je dois le vivre. Ça, c'est déjà là que je suis pas sûr de que ce que je fais là, par moi-même parce que je suis en terrain inconnu. Fait que ce genre de conseils ou ce genre de rassurage ou des choses comme ça, là, c'est du nanane, ça. Ou la comparaison aussi. Oui, la comparaison sur, non, tu sais, regarde, telle personne a eu la même chose que toi, puis il avait donné un pronostic de 3 mois, puis ça fait 2 ans, tout ça. Regarde, tu n'as comme quasiment pas envie d'en entendre parler de ça, là. Tu sais, regarde, moi, j'ai à vivre quelque chose, ça va peut-être durer 2 ans, puis tout ça, mais ce qui est important, c'est que dans ces 2 ans-là, je sois en train de vivre ma fin de vie. Enfin, puis c'est très différent de l'agenda que j'avais avant. L'agenda que j'avais avant, c'était comme de boucler pour réaliser le plus de choses possible. Là, présentement, l'agenda que j'ai, c'est enlever le plus de choses possible pour me laisser disponible à composer avec une nouvelle situation, là. Composer avec une situation que hier, il me restait encore 60% des énergies que j'avais habituellement. Aujourd'hui, il m'en reste 40%. Demain, il va peut-être m'en rester 20%. Puis ça doit comme un ajustement de mon agenda, là, tu sais, de ce que je peux me demander, ce que je peux avoir d'attente par rapport à moi, ce que je peux avoir comme possibilité d'activité, des choses de même. Là, c'est entre 10 heures puis 4 heures, là, présentement. Le restant du temps, c'est comme... L'agenda, il veut rien dedans, là. Parce que je sais que le matin, c'est difficile, puis que le soir, ça recommence difficile. Là, j'entends que c'est comme... Le cancer demande beaucoup d'énergie, d'être présent pour composer en harmonie avec. C'est ça, là. Pour vivre en harmonie avec. Je ne veux pas me battre. Je me suis battu là, avec la question de chimio, tout ça, là, mais je me suis aperçu que la bataille était plus exigeante
que d'assumer la souffrance, là, je veux dire, que j'ai présentement. Là. C'est toujours une question de survivre à quelque chose que tu ne peux pas te défendre contre de la chimio. Là, tandis que avoir mal, ça, oui, il y a une certaine médication qui peut calmer la douleur, mais je peux aussi comme donner du sens à ça. Je peux aussi être présent à ça. Je peux aussi comme faire quelque chose et posséder ça, vivre avec. Puis ça fait partie de... moi, c'est le véhicule que j'ai choisi, le cancer, là, pour mourir. Tu sais, veut dire, c'est pas... Fait que... que je l'assume, tu sais, que je l'assume. Là. J'ai du temps, j'ai ça qui me dit constamment, garde, non, il y a quelque chose qui ne marche plus, là, puis garde, ça va se répandre dans ton corps, puis tout à l'heure, il n'y a plus rien qui va marcher, là, de ce que tu connais de la vie, là, fait que on va vivre avec, là, tu sais, là. Et quelles compétences devraient avoir les accompagnateurs? De la patience! De l'ouverture, de la patience, comme je disais tantôt, l'écoute est conditionnée par qui on est et comment est-ce que on va réagir. Tu sais, veut dire, si je me mets, moi, à vous parler de quelque chose qui vous traumatise, qui vient vous chercher bien fort, tout ça, puis que vous avez plus envie de pleurer que moi, ou en tout cas plus vite que moi, tu sais, veut dire, c'est clair qu'à quelque part, on va vivre avec, là. Vous n'êtes pas des thérapeutes, vous n'êtes pas des oncologues, vous êtes des personnes qui êtes présentes avec moi dans la recherche que je vis présentement, là, qui est de vivre quelque chose qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de manuel d'instruction là, sur fin de vie 101, fin de vie 102 ou fin de vie 103. Il n'y en a pas de cours là, pour apprendre à finaliser sa vie. Autant comme on a pu être dépossédé à un moment donné de la naissance qui se faisait généralement à la maison et tout ça, maintenant c'est une affaire d'hôpital. C'est quelque chose qui est comme de l'ordre de la maladie quasiment. L'hôpital, c'est malade. Hein? Non, la fin de vie, là, tant qu'à moi, c'est comme il y a quelque chose d'aussi riche à vivre dans ça que n'importe quelle étape que tu traverses dans ta vie. Là, là. Puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Là. C'est quelque chose, c'est un apprentissage qu'il faut apprendre à le faire. Sauf que si tu s'en vas à la guerre et tu te tires une balle, tu n'allais pas là pour ça, mais ça se sera passé de même. Là. Et si moi, comme accompagnatrice, par exemple, je frappais cette limite-là, la personne me parle de quelque chose qui m'envahit trop ou qui dépasse, je sens que ça dépasse mes compétences, comment on peut exprimer cette limite-là? Il faut surtout là, être centré sur vous, identifier cette limite-là et la dire à la personne. Parce que si vous manipulez votre limite en quelques conseils ou quelques rassurages ou quelques références à d'autres savoirs ou tout ça, ça risque de m'envoyer le message regarde, t'as pas à aller là, tu sais, je veux dire, c'est pas un bon terrain, là. J'aime mieux avoir un silence et j'aime mieux que quelqu'un me dise, moi je te conseillerais quasiment d'en parler avec un psy parce que moi, je suis pas capable de recevoir cette confidence-là. Moi, je suis pas capable de t'accompagner à ce niveau-là. C'est peut-être plus de l'ordre du thérapeute, là. Fait que, regarde, référent à un thérapeute, mettre sa limite. Mettre la limite, parce que je pense que c'est important là, de ne pas vous prendre pour... un psychologue, pour toutes les formes d'aide. Hein? Je veux dire, on peut pas répondre à toutes là, les formes d'aide dont peut avoir besoin quelqu'un qui est en fin de vie. Là. Dire, mais ce qu'on peut faire, c'est l'écoute. Mais comment avoir une bonne écoute? Parce qu'il y a l'écoute... C'est un art, l'écoute. Ouais. On peut presque dire ça, là. C'est quoi une bonne écoute? Ah, le silence. Le silence dans la tête quand je vous parle. Écoutez-moi. Faites pas rien, pensez à ce que ça vous fait penser. Écoutez-moi. C'est tout. C'est ça, l'écoute. C'est être disponible à l'autre, puis pas chercher à changer la situation, pas chercher à plus avoir la madame disait, là, peut-être des questions ouvertes, là,
Mais attention, question ouverte, là, c'est qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour ça, là? Non, non. Tu veux changer de quoi, toi, là? Non, non. Une question ouverte, ça pourrait être comme, veux-tu m'en parler davantage là, de cette tristesse-là? Là? Tu sais, juste, regarde, on explore, là. On fait de la recherche archéologique, là. Fait que sortez votre petit balai, là, puis dépoussiérez avec des questions comme, ou des juste un, ou des questions de l'ordre de, tu veux en dire davantage, écoute, regarde, si tu veux en parler de ça, là, vas-y, là, regarde, moi, je suis ouvert, je suis disponible, tu sais, là. La Damas, rien de plus. On fait de la recherche. On est une gang, là, qui dans le désert, là, avec nos petits balais, là, on recherche là, des choses qu'on a perdues, là, l'art de mourir, là, l'art de finir sa vie d'une façon consciente ou et présent, là, présent dans son milieu. Là. Non, regarde, on a parqué ça dans le monde médical, on a parqué ça dans des maisons d'accompagnement, tout ça, tu sais, je veux dire. Mais avant, ça se vivait beaucoup plus naturellement, tu sais. Je pense que quelque part, le vivre naturellement, c'est la façon la plus, je dirais, légère et la plus pas saine, là, mais oui, la plus saine de le vivre. La chimio, ça m'amenait à me sentir mal, à être mal. Le cancer, ça me fait mal. Là, ça me fait mal, ça c'est mon cancer, je me fais mal. OK. Donc, moi, je peux participer à ça. Tandis qu'une fois que j'ai la chimio dans le corps, la seule chose que je veux, c'est de l'éliminer. T'sais. Là, ici, je le possède. Là. Ici, je suis présent à ça. Là. Fait que c'est comme ça, c'est important de pouvoir revenir à cette dimension très humaine là, de la souffrance, là, de cette étape-là. Je ne dis pas que ça se passe sans tristesse, sans douleur, sans d'avoir des moments de désespoir, d'autres moments où, quelque part, là, ça va bien, là, on dirait même qu'il est parti le cancer, des choses de même. Là. Non, tu sais, c'est comme... c'est moi qui embarque, ça, c'est mon cue. Non, mais c'était intéressant, j'étais absorbée moi-même. J'écoutais trop attentivement. Oui. Je pensais pas à rien d'autre. Mais c'est pas bon, ça. Là. Mais tu parlais de recherche. C'est un peu ça qu'on va faire dans les prochaines minutes. On va poser des questions qui, des fois, sont peut-être pas faciles à poser, puis peut-être encore moins à répondre. Mais... Juste avant, oui? Hein, Gilles, y a-t-il des choses qu'on a jasé? Parce qu'avec Gilles, on en a parlé de ça, tout ça. Là, c'est l'aboutissement de discussions, de nombreuses discussions. Gilles, y avait-tu des choses que tu disais, là? Toi, tu as dit ça, puis... Non, ça va bien. Ça va bien, là? Ah oui, je peux te dire que oui, on a abordé beaucoup d'aspects. Puis c'est ça, les dernières questions qui nous resteraient, c'est d'apprendre un peu plus peut-être à comprendre comment on peut vivre ce processus de fin de vie. Premièrement, est-ce que tu as des peurs? Bien sûr que j'ai des peurs. Bien sûr que j'ai des peurs. La grande peur que j'ai, c'est de souffrir. Moi, tu me réveillais demain matin avec la douleur ou pas, d'avoir mal. Tu sais, là, ça, c'est une des grandes peurs. Des fois, oui, je peux parler que j'ai peur par rapport à qu'est-ce qui va se passer après pour ma conjointe, qu'est-ce qui va se passer après pour mes enfants. Mais ça passe plus vite parce que j'ai toujours eu comme tendance à laisser la responsabilité aux autres qui leur appartient, là, pas prendre ça sur mes épaules. Des peurs comme ça. Peur de la mort, des fois, oui puis non, parce que dans mon expérience de vie, j'ai trop d'expériences qui me font croire que la vie ne s'arrête pas à la mort. Il y a une transformation qui se passe là et qu'il y a probablement autre chose ailleurs. Fait que quand je dis je vais mourir, là, habituellement, je ne veux pas dire que je vais mourir.
je vais partir pour le grand voyage, dans lequel nul besoin de bagages et même quelque part, tu peux y aller sans ton bikini puis sans ta brosse à dents parce que tu n'as plus de corps. Quel genre de transport ce sera, on ne sait pas. Genre téléportation ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus, c'est ça. Dans ma croyance, la mort est un passage ou un retour à la maison ou des choses comme ça. Et quelqu'un me posait la question, à un moment donné, crois-tu, es-tu croyant? Oui, je suis croyant. J'ai toujours cru en la vie. J'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru en l'autre. Cette confiance-là que la vie amenait toujours comme du plus, n'a pas changé. Même pas à partir du moment où j'ai le diagnostic de cancer, ça n'a pas changé. C'est toujours pour du plus, c'est toujours pour du plus. Fait que, quand j'ai vécu de même, là, pas pour commencer à changer, là, à mon âge, comme on dit, ça va être comme ça. Qu'est-ce qui te rend heureux? De ce temps-là, tout me rend heureux, sauf quand j'ai mal. Là. Ça me fait suer. Littéralement. C'est le cas de le dire. Oui, hein, on peut passer 3 robes de chambre là, le soir, puis là, ça commence déjà à être pas mal mouillé, là, des soirs. Mais ça, c'est des effets secondaires de la médication, là, très souvent. Là. Mais je pense que il y a une appréciation là, de la nature, d'être avec le monde, de tout ce que je fais. On dirait qu'il n'y a plus rien de banal. Là. Tout est important, tout est plein de vie, plein de fait que c'est d'en profiter. Et qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? La mort, là, présentement, là. Mm-hmm. La mort, parce que c'est... moi, je suis parti à un moment donné, là, pour l'Amérique du Sud, là, en coopération. Hey, tu connais pas ça, ce bout-là, là? Oh, tu t'en vas où, toi, là? Puis il paraît que c'est... Où est-ce que tu t'en vas? C'est pas beau, là? Oh! Ça donnait du sens au défi, là, de dire, wow! J'ai tout vendu, là, mon char, mes affaires dans mon appartement, m'en allant en coopération internationale. Ça n'a jamais été une aussi belle expérience de toute ma vie. Puis on me disait, oh Christy, tu t'en vas dans la merde, toi, là. Ça sera pas beau l'affaire, là. Fait que la mort, elle donne du sens à ma vie. Ça donne du sens dans le sens, comme je disais, au niveau de la repriorisation, que de dire merci aux gens, de dire merci à... Là, présentement, je suis bien gros centré sur les gens, parce que ça, c'est important pour moi, mais je pense que c'est à toutes les opportunités que j'ai pu avoir aussi dans la vie. Là, tu sais, là, Fait que, qu'est-ce qui donne du sens dans ma vie? La mort, mais c'est de vivre tous ces bons moments-là, là, tu sais, de gratitude, puis de dire, ouais, regarde, une Moses de belle vie, moi, là, puis regarde, le monde, là, puis d'entendre mes neveux, nièces qui racontent, « Oh, moi, regarde, mon oncle, toi, là, quand tu as fait ça, là, tu m'as sauvé la vie, ben non, tu m'as comme reboosté. » Puis, ce genre-là de constat, là, de ce qu'est cette expérience qui est de vivre, puis avec toutes les satisfactions qu'on peut y connaître, puis Dieu sait que j'en ai eu, ben ça c'est ça, ça donne du sens. Est-ce que tu as des rêves, des projets à ce point-ci? J'ai dit à un moment donné que dans mon agenda, il n'y avait plus d'avenir. Et que vivre au jour le jour, assumer le au jour le jour serait le grand projet. Assumer le présent. Mais même dans le présent, bien souvent, le présent il est très conditionné par le passé puis par le futur. Dans l'agenda que j'avais avant, c'était comme ça, c'est à faire, ça, c'est à compléter, ça, c'est fini. Il y avait comme des planifications là, qui s'étiraient dans le temps. Là. Alors là, tes projets sont plus... C'est le présent, ton projet. C'est de le vivre, c'est ça, qui est un défi en soi. Oui,
On le fait Oui, pas autant qu'on de pense. se réapproprier le présent, là, c'est comme... Et sans cette perspective que oh, ça peut être remis à demain ou plus tard, tout ça, et sans non plus rester accroché au passé qui est les peines, les tristesses de ce que je vais perdre en mourant. Non, non, regarde, on passe ailleurs, là. Quand je suis parti, moi, pour la coopération, là, je ne veux pas regretter le sofa, là, qui était beau, par exemple, mon sofa, mais qui avait été vendu en vente de garage à 5 piastres. Là, je ne l'ai pas regretté, là, tu sais, fait que je veux partir un petit peu. Fait que le projet, ce serait comme d'être prêt à partir, d'une certaine façon. De finaliser ma vie, c'est ça, c'est de me préparer pour le voyage tout en assumant la responsabilité là, que je peux avoir présentement de dire, ben c'est un voyage d'où je ne reviendrai pas. Alors, on est tous bien de ne pas se dire au revoir, on est bien de se dire adieu et dans les adieux, que les choses soient comme claires. Là. C'est qu'est-ce que je vais raconter à Dieu que tu as été pour moi, pour que tu aies ta place en haut avec moi. S'il y avait deux, trois idées, deux, trois messages que tu voudrais que les gens ici retiennent, ce serait quoi par rapport à l'accompagnement et tout ça? Là? Moi, là, si j'avais pas eu ma famille, là, si j'avais pas ma blonde là, qui me supporte là, à venir jusqu'à maintenant, et Gilles et Gisèle, et si j'avais pas eu tout ce support-là, je ne serais pas là. Vous pouvez être sûr que je ne serais pas là présentement. C'est la base sur laquelle je pouvais construire ma fin de vie, tant qu'à moi. Là. Cette force de l'appartenance à la famille, à ma conjointe. Puis si quelqu'un se retrouve en fin de vie puis qu'il n'y a pas ce support-là, il doit donc se retrouver tout nu dans la rue, puis à moins 40, là, tu sais, là. Fait que d'avoir des gens présents, d'avoir des gens disponibles, ça, c'est comme l'indispensable de la vie qu'on retrouve dans le bénévolat. S'il n'y avait pas de bénévolat, on n'ira pas bien loin hein, avec ce qu'on a comme autre alternative. Là. Fait que c'est comme... Puis, en plus, c'est que c'est pas assujetti à des contraintes là, de performance ou des... non, il y a quelque chose qui est comme gratuit dans ça. Et cette présence-là, gratuite, disponible, avec la patience de dire on n'a rien à prouver, puis on n'a rien à faire, à construire ou à déconstruire. On a juste à être là. Ben, c'est une bonne chose. C'est quoi la question? Là, ben, la question, c'est... En fait, un matin, dis-le vite, il n'y aura pas de... c'est les messages que tu veux laisser, mais je pense que c'était ça. D'être présent, c'est ça. Patient, ouvert, d'être ouvert à... C'est ça, que vous soyez là. Puis je pense que parce que j'imagine que vous êtes interpellé parce qu'il y a des manques dans la famille, parce qu'il y a des vides, là, tu sais, là. Moi, j'ai présentement cette chance-là. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de... aussi... fait que... Puis aussi ma propension là, de parler de mes affaires, puis ça, je pense que ça aide un peu. Mais si j'avais pas personne pour écouter ou pour être présent à entendre, à me regarder aller, ça me sécurise qu'on me regarde aller. Fait que sachez que 90% de votre intervention, c'est parce que vous êtes là que la personne va pouvoir se sentir pas tout seul. C'est le premier objectif. Le restant, ben c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a dans l'écoute active, là, puis reformuler des sentiments, de l'ordre un petit peu ça de professionnel, là, de la psychothérapie ou des choses comme ça. Autant que... mais par contre, si à un moment donné, vous êtes disponible à explorer ce monde-là,
que ce soit de donner des massages à la personne, d'être en silence avec la personne, de jouer aux cartes avec la personne ou de n'importe quoi. Dans le fond, c'est des accessoires, ça. C'est votre présence qui est importante. Fait que, dans le recrutement, là, je dirais, là, si on pouvait entendre tous les gens qui, à quelque part, auraient besoin de votre présence, bien, probablement que le recrutement, il serait supporté par ça. Mais bon, c'est une culture, je pense qu'on n'a pas encore... C'est comme les sages-femmes. Vous êtes comme un peu des sages-femmes ou des sages-hommes qui accompagnaient jadis la naissance. Ben là, il faut retrouver les sages-femmes, ou en tout cas les chamans qui accompagnent la mort, là, qui sont là comme pour des rituels de... on est là juste pour être présent et de dire, ce qu'on fait présentement, c'est le dessert, c'est qu'on mange le dessert, là. Ce qu'on fait, c'est la fin de la vie. C'est une finale, ça, là. C'est la note là, de Ginette Renault, là, qui a l'âge, là, à la fin, là, de « c'est beau », ben regarde, c'est cette intensité-là là, qui, je pense qu'il faut se réapproprier. Et puis quand j'entends dire des gens « ouais, mais il y en a qui veulent rien savoir », là, c'est sûr que ça fait peur. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça fait peur. Si moi, je n'avais pas eu toutes les expériences puis les confidences des gens qui ont eu des situations apeurantes, décourageantes, traumatisantes et angoissantes, puis de les voir s'en sortir comme ça, après avoir un peu comme été présent avec eux autres dans l'exploration de quels sont les espoirs qui se retrouvent dans ces désespoirs, ou quelle est la vie qu'on peut retrouver dans un pépin qui nous arrive dans la vie qui est... ouais, mais regarde, si on le laisse germer, puis tout ça, ben, on va se retrouver avec un verger tout à l'heure. La vie, c'est ça, là. Coupé! OK. Ça fait une belle petite pancarte coupée pour s'il parlait trop, mais finalement, il a parlé juste assez. Je l'ai utilisé pour rire, là, pour pas que... parce qu'en fait, c'est à votre tour maintenant de prendre la parole, si vous le voulez. Si vous avez des questions pour Michel. Moi, je suis journaliste, j'ai toujours plein de questions. Donc, si vous n'en avez pas, moi, je continue à parler, là, c'est pas bien grave. Mais sinon, je vous invite, j'irai vous rejoindre avec le micro si vous avez des questions pour Michel. Ou Gilles, si tu... Madame? Je veux vous féliciter, monsieur, pour votre sérénité et pour nous faire apprécier la qualité de la vie et le côté précieux de la vie. Ça m'a marqué. Bravo, monsieur. Merci. Merci. Je trouvais, c'est drôle, là, je me passais, juste avant que vous disiez ça, madame, je me passais à la réflexion. Il me semble que je suis morose. Ben, ouais. Ah oui, il y a moins de joke. Hein, non? C'est pas trop morose, là? Ah, OK. Pardon? Vous êtes réaliste. Oui. Oui, hein, c'est ça, là. C'est ça. C'est ça, la réalité. La couleur comme elle est. Voilà. Quelles sont vos lectures inspirantes? Vos guides? Je suis pas un gros liseux. En partant, fait que les lectures inspirantes, là, je pense que c'est peut-être la lecture que j'ai pu faire de toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. Et ça passe, entre autres, en tant que psy, d'avoir reçu des confidences de personnes qui étaient vraiment comme là, puis de les voir par eux-mêmes se retrouver là, à partir de l'énergie qu'il y avait là. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup sur ça va passer. C'est temporaire, ça amène le côté zen un peu de dire, regarde, on n'est pas en train là, de se noyer. Là. On est juste comme dans un petit peu plus de tumulte dans l'eau, là, mais regarde, il n'y a pas de noyade. Les expériences aussi dans le style
j'ai vécu les 2 accouchements de mes enfants à la maison. Et c'était pour moi, l'accouchement, c'est une relation maman-enfant qui présentement font le deal qu'on passe de 1 à 2. C'est ça l'accouchement. Fait que là, moi, j'étais là comme étant le papa qui va dire, non, regarde, on n'est pas 2, on est 3. Puis d'être présent à ce geste très naturel de la vie. Et les expériences que j'ai vécues lors de ces 2 accouchements-là m'ont permis d'avoir accès, et je déplore tous ceux qui n'ont pas eu accès parce qu'ils ont accouché à l'hôpital, puis que c'était l'infirmière, puis que c'était le médecin, puis que c'était le qui disait pousse, 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 souffle, 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 et lève, 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 des choses de même. Tandis que là, c'est comme j'étais plus en observation et de vivre ces expériences de naissance, de passage de la vie et pas encore au monde, à venir au monde. Et ça m'a donné comme accès à des croyances que la vie, elle vit par elle-même. La vie, elle vit par elle-même. Puis toi, tu as juste à comme embarquer dans ça, puis te laisser porter comme feuille au vent, si on peut dire, tu sais. Puis le vent va toujours être là, fait que tu vas toujours comme être en évolution, en voyage, puis tout ça, tu sais. Puis il y a aussi des expériences, peut-être là, par rapport à des temps de jeûne que j'ai fait. J'ai fait un jeûne de 25 jours à un moment donné qui m'a permis de pouvoir vivre un état de conscience qui, justement, dépassait peut-être un petit peu là, le niveau de conscience qu'on a quotidiennement. C'est des bases, tant qu'à moi, qui, présentement, sont comme, garde, je peux pas là, me mettre en colère ou ben non, nier des choses comme ça. La réalité est trop belle, est trop pleine de vie pour que je passe à côté, surtout que je suis en fin de vie, puis il m'en reste pas beaucoup, fait que je ne vais pas gaspiller. Merci beaucoup. Michel, moi je voudrais dire, en tant qu'accompagnateur, on vit souvent, quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, qu'on accompagne en fin de vie, on dit tout le temps, c'est un peu comme le miroir. Quand on regarde la personne, on voit un peu nous. Nous, éventuellement, on va arriver à cette position-là. Moi, je vais te parler du miroir. Quand je vais me regarder dans le miroir, dans ma fin de vie, ce que je peux voir, c'est pas moi. Je peux te voir dans mon miroir. C'est ce que tu me donnes aujourd'hui. Je vais te dire aussi qu'on a eu une conversation, toi et moi, pendant 2 heures et quelques, au téléphone. Ça a terminé sur... on parlait de toi, sur ton passage dans la vie. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, c'est juste merveilleux. Puis, on a terminé en disant que tu fais, c'est ce que tu nous présentes aujourd'hui. Ton dernier pas, sage vers la sagesse. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Merci. J'aime bien le jeu de mots, pas sage, le pas qui est sage. Ça a toujours été un objectif pour moi dans la vie mourir sagement, mourir comme un sage. Et ça fait partie des préparatifs, en tout cas de ce qui peut-être m'anime là, de vouloir le vivre de même, parce que c'est une valeur importante pour moi, avec l'âge, d'avoir cheminé vers la sagesse. Oui, François. Je vais me permettre en fait, c'est pas une question, c'est un petit témoignage. Ce n'était pas prévu, mais je voulais simplement dire, monsieur, pour faire du pouce à ce que vous venez de dire sur la sagesse de Michel, que dans sa grande sagesse, Michel nous a aidé aussi, les membres de la famille, à cheminer dans cette nouvelle dimension-là d'acceptation de la maladie et puis de tout ce qui va avec ça. Et tu as fait, pour plusieurs dans la famille, Michel est un mentor, est un ami, est un oncle généreux,
Pour ma part, ça a été aussi un partenaire de planche à voile, de voyage, quelqu'un, un confident. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de lui dire sur scène, et aujourd'hui, je réalise un rêve en étant sur scène avec toi et avec Marilyn, parce que c'est deux personnes que j'apprécie énormément. Et chaque fois que je vois Marilyn à la télévision, j'ai le goût d'arrêter les gens et de dire « Regardez, regardez, c'est ma cousine ». Et puis, chaque fois que je rencontre des gens, j'aime leur présenter Michel parce qu'il a un impact positif dans la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît beaucoup. Les gens, même des gens qu'on ne connaît pas et qui t'ont côtoyé par le travail ou tout ça, là, par des commentaires sur Facebook ou par des situations où ils vont t'exprimer leur reconnaissance, on voit que les gens t'ont apprécié énormément dans ce que tu leur as apporté. Et dans ta capacité, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que tu nous aides à cheminer comme individus, tu nous aides à accepter les choses, tu nous aides aussi à vivre le moment présent. Ces temps-ci, on a la chance de jaser avec Gilles également. On a eu de belles conversations, personnellement, qui m'ont fait cheminer dans la vie et puis à mon tour, je vais me charger de léguer ce que j'ai récupéré de mon oncle Michel, parce que c'est très particulier. Alors voilà, c'était un témoignage et non une question. C'est ça la famille, c'est ça la famille. Et si par votre présence, vous pouvez comme donner ce genre d'amour-là à ceux que vous allez accompagner, je pense que ça, là, regarde, c'est bien plus fort que la morphine, non, pour calmer la douleur, la souffrance. Pas physique, mais la souffrance morale qu'il peut y avoir d'abandonner la vie, là, je veux dire, de perdre la vie, non, regarde, la vie est là, puis ça, c'est intemporel, ça. Je veux dire, je sais que je vais être dans son cœur tout le temps, puis il est dans mon cœur tout le temps, fait que, tu sais, là, on vient de dépasser la notion du temps, là, puis de la date de péremption, là, ça n'existe plus, Gilles. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire un témoignage. Ma conjointe. Moi, je voulais remercier à vous, tant qu'accompagnateur ou accompagnatrice, parce que c'est vrai que Michel est bien entouré. Puis je suis très heureux pour lui, mais en même temps, de savoir qu'il y a des gens qui sont pressants pour lui, pour partager leur silence. Parce que des fois, j'ai l'impression que moi, j'ai aussi des limites par rapport à être à son côté. Puis de savoir qu'il y a des gens qui sont disponibles, qui sont rendus peut-être dans le même niveau que lui, qui peuvent partager ou juste entendre cette silence, cette souffrance, ça soulage beaucoup. Puis moi, je considère l'accompagnateur à Michel, c'est Gilles. Puis vous, que vous accompagnez à beaucoup de gens, vous êtes des anges qu'on a besoin de la famille. Merci beaucoup. Hélène va nous dire quelques mots. Que dire après tous ces témoignages? Et surtout, ce témoignage, Michel, est-ce que vous entendez bien en arrière? Oui. Je suis sans mots. Vous savez, d'abord, c'est un privilège pour moi de vous dire merci. Mais quel privilège on a eu aujourd'hui que vous nous laissiez entrer dans l'intimité de votre fin de vie. Quand on accompagne quelqu'un, c'est le privilège qu'on a d'être dans l'intimité de sa fin. Et vous avez permis à tout ce monde-là aujourd'hui, les accompagnateurs, je pense que c'est un cadeau que vous nous avez fait. C'est vraiment un cadeau. Moi, j'ai entendu quand vous avez dit au début cancer, mort, mais vous avez tout dit vie et vivant. Et on vous sent tellement vivant dans ce que vous êtes et dans ce que vous reflétez, et cette sérénité que vous avez aussi. Ensuite, vous avez dit, le cancer, c'est le véhicule qui m'amène à la mort.
je me suis dit, aujourd'hui, quand on parle de l'aide médicale à mourir et qu'on vous entend aujourd'hui, je vous dis qu'on n'a pas le goût d'avoir cette aide-là. On a le goût de vivre jusqu'au bout, comme vous dites. Moi, je veux vivre ma vie jusqu'au bout. Chez nous, dans Albatros, on dit, ben, on accompagne la vie jusqu'au bout. Et vous me dites aussi, la mort, c'est une transformation. C'est un voyage. La mort donne un sens à ma vie. Mais moi, j'aurais le goût de vous dire, quand le moment sera venu, on vous souhaite un beau voyage. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci, Michel. Merci beaucoup tout le monde. Michel, tu restes à manger avec nous? Oui. OK, parfait. Alors, Michel sera avec nous si vous voulez jaser avec lui. Merci.